L'Atlantique Nord, immense et glacé, avait quelque chose de caché entre les vagues. Ce n'était pas un navire ordinaire. C'était une masse d'acier se déplaçant à un cap fixe avec un objectif que personne ne connaissait vraiment. Pour les Britanniques, il n'a pas été difficile de le remarquer. Les rapports arrivaient l'un après l'autre. Un navire énorme était sorti en mer et ne semblait pas vouloir passer inaperçu. En l'espace de quelques heures, des navires, des avions et des radars ont commencé à bouger de partout. La tension était palpable. Tous savaient que si cette chose atteignait sa destination, cela pourrait changer complètement le cours de la guerre. Pendant ce temps, à l'intérieur du navire, chaque pas, chaque manœuvre était réalisé avec la pression de savoir que tout pouvait exploser à tout moment. C'était une course contre la montre, contre l'ennemi et contre la mer elle-même. Personne n'était sûr de comment tout cela finirait, mais tous savaient la même chose. Il fallait l'arrêter. Qui y parviendrait en premier ? L'ordre qui a déclenché l'enfer dans l'Atlantique. Le 23 mai 1941, au petit matin, l'amiral Günther Lutyens se trouvait dans la salle des cartes du navire amiral Bismarck. Devant lui se trouvait une grande table avec des cartes marines montrant la côte ouest de la Norvège et l'Atlantique Nord. À côté de la table, plusieurs officiers attendaient ses instructions pendant qu'il observait la situation météorologique et les derniers rapports des services de renseignement. L'ordre qu'il tenait dans ses mains venait directement du haut commandement de la marine, signé par le grand amiral Erich Raeder. Il s'agissait de l'autorisation finale pour mener à bien l'opération Rheinübung, une mission de raid dans l'Atlantique contre les routes de ravitaillement britanniques. Le Bismarck, escorté par le croiseur lourd Prinz Eugen, devait se diriger vers l'océan sans être détecté et attaquer le trafic marchand ennemi. La décision n'a pas été prise à la légère. Depuis les premiers mois de la guerre, le blocus naval britannique exerçait une pression constante sur l'Allemagne. Malgré les efforts des sous-marins et les assauts occasionnels de croiseurs auxiliaires, le Royaume-Uni continuait à recevoir de grandes quantités de ravitaillement des États-Unis et d'autres colonies. La seule façon d'interrompre ce flux vital était d'envoyer de grandes unités de surface pour semer le chaos sur ces routes. Cependant, ces opérations étaient extrêmement risquées. Le Graf Spee avait été coulé dans le Rio de la Plata, le Blücher pendant l'invasion de la Norvège, et le Gneisenau et le Scharnhorst avaient été endommagés lors d'affrontements précédents. Malgré tout, le haut commandement considérait que le nouveau cuirassé amiral, le Bismarck, pouvait changer l'équilibre. Le Bismarck était la fierté de la Kriegsmarine. Avec plus de 50 000 tonnes de déplacement et armé de 8 canons de 380 mm, il représentait une menace formidable pour n'importe quelle unité ennemie. Son blindage, sa vitesse et sa portée lui donnaient une combinaison de résistance et de mobilité sans précédent. Les Britanniques le savaient. Depuis son lancement, le Bismarck était observé avec crainte et respect par l'amirauté britannique, qui le considérait comme un danger direct pour la suprématie navale dans l'Atlantique. C'est pourquoi chaque mouvement du navire était suivi de près. L'Allemagne le maintenait à l'écart des combats directs, attendant le moment propice. Ce moment est arrivé en mai. Le choix de la date fut influencé par plusieurs facteurs. En premier lieu, les navires de guerre britanniques étaient dispersés dans plusieurs zones de l'Atlantique et de la Méditerranée. En second lieu, les services de renseignement naval allemands avaient détecté une moindre activité des escortes dans l'Atlantique Nord, ce qui rendait une incursion viable. De plus, le Prinz Eugen, qui accompagnerait le Bismarck, était déjà préparé après avoir effectué des exercices et des réparations. Il ne manquait plus qu'une fenêtre météorologique favorable pour lancer l'opération. Cette fenêtre s'est ouverte à la fin du mois de mai. Lutyens, un officier de carrière expérimenté et réputé, savait que la mission serait extrêmement dangereuse. Malgré la puissance du Bismarck, la Royal Navy avait une supériorité numérique et des bases proches d'où elle pouvait déployer ses unités rapidement. C'est pourquoi le succès dépendait de la capacité à passer inaperçu le plus longtemps possible. Le plan prévoyait de naviguer vers le nord à travers la mer Baltique, de contourner la côte de la Norvège et ensuite de traverser le détroit du Danemark pour atteindre l'Atlantique ouvert. À partir de là, les deux navires se sépareraient et attaqueraient différentes routes de convoi, sans affronter des escadres ennemies, sauf si c'était inévitable.
L'amiral Raeder avait insisté sur le fait que la mission n'était pas une confrontation directe, mais une opération d'usure économique. L'objectif était de forcer l'ennemi à renforcer l'escorte de ses convois, ce qui détournerait des ressources d'autres zones. De plus, le naufrage de cargos et de pétroliers affecterait l'économie britannique et mettrait en évidence la fragilité de son système logistique. Bien que Lutyens ait eu des réserves sur la viabilité du plan, il accepta l'ordre. Son rôle était de l'exécuter avec une précision militaire. Avant de partir, une réunion fut organisée avec les commandants du Bismarck et du Prinz Eugen. Le capitaine Ernst Lindemann, aux commandes du Bismarck, était un marin expérimenté et respecté par son équipage. Il avait confiance dans le navire et dans ses capacités, mais il comprenait aussi l'ampleur de ce qui s'annonçait. Pendant la réunion, les routes prévues, les points de ravitaillement, les codes radio et les règles d'engagement furent passés en revue. Il fut établi qu'on n'ouvrirait le feu que si l'ennemi détectait les navires et qu'il n'y avait aucune possibilité de les éviter. Sinon, le plus important était de préserver le silence. L'opération exigeait une coordination absolue. Les sous-marins allemands avaient été déployés dans des zones clés pour détecter les mouvements britanniques et alerter sur les convois. Des avions de reconnaissance à longue portée seraient également utilisés pour identifier des routes libres d'ennemis. Tout devait fonctionner comme une horloge. Cependant, le climat était un facteur imprévisible. Les eaux du détroit du Danemark étaient traîtresses, avec du brouillard, de la glace et des vents imprévisibles. C'est pourquoi le départ fut tenu secret, même pour une partie de l'équipage jusqu'au dernier moment. Seuls quelques-uns connaissaient exactement la destination et la route. Dans les heures précédant le départ, l'ambiance à bord était tendue mais disciplinée. L'équipage du Bismarck avait été entraîné en profondeur et le navire était totalement approvisionné. Les cales contenaient des milliers de tonnes de carburant, de munitions, de pièces de rechange et de vivres. Chaque recoin avait été inspecté. Les moteurs étaient en parfait état, les systèmes de communication avaient été révisés et les tourelles avaient été calibrées pour le combat. Rien n'était laissé au hasard. Les ordres étaient clairs, quitter Gotenhafen et atteindre la zone d'opération sans être détecté. Au crépuscule, le Bismarck hissa lentement son ancre. Les hélices commencèrent à tourner et le navire, imposant et silencieux, se détacha du quai. À ses côtés, le Prinz Eugen fit de même. C'était le début de l'opération Rheinübung. Les lumières de la côte disparurent petit à petit tandis que les deux géants d'acier avançaient vers l'obscurité. Personne ne savait avec certitude ce qui les attendait, mais tous savaient que ce ne serait pas une traversée facile. C'était une mission qui pouvait changer le cours de la guerre ou se transformer en désastre. La décision était déjà prise. Cette nuit-là, le Bismarck naviguait en mer Baltique en direction du nord. La radio demeurait dans un silence absolu. Seuls les messages codés par signaux optiques étaient autorisés entre les navires. Le brouillard aidait à dissimuler leur présence. À bord, les marins continuèrent leur routine, mais tous savaient qu'ils entraient en terrain dangereux. Dans les salles des machines, les ingénieurs surveillaient la pression des chaudières. Au poste d'observation, les guetteurs scrutaient l'horizon sans relâche. Et sur la passerelle, Lutyens observait les cartes avec la concentration de celui qui sait que toute erreur pourrait être fatale. Le Bismarck avait été construit pour résister. Son blindage latéral avait une couche d'acier de plus de 300 mm et ses compartiments étaient divisés par des portes étanches qui pouvaient se fermer en quelques secondes. Son armement principal était capable de tirer des projectiles de 800 kg à plus de 30 km de distance. De plus, il avait un équipage de plus de 2100 hommes, entraînés à opérer dans des conditions extrêmes. Cependant, l'histoire navale avait démontré qu'aucun navire n'est invulnérable. Ses officiers le savaient, les Britanniques le savaient, et Lutyens le savait. Au lever du jour, les navires continuaient leur route sans incident. La prochaine étape serait de contourner la Norvège et d'atteindre le détroit du Danemark. S'ils parvenaient à le traverser sans être détectés, ils auraient l'océan Atlantique ouvert pour opérer librement. Mais s'ils étaient découverts, la Royal Navy déploierait toute sa force pour les intercepter. C'était un pari risqué, une décision prise à un moment clé de la guerre, et il n'y avait plus de retour en arrière. La sortie fantôme du monstre le plus redouté d'Hitler. Dans la nuit du 19 mai 1941, le cuirassé allemand Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen se préparaient à quitter le port de Gotenhafen, situé sur la côte sud de la mer Baltique. Le ciel était couvert et une fine bruine tombait sur le pont des deux navires.
Les lumières du port étaient éteintes et l'ambiance était silencieuse. On n'entendait que le murmure constant des machines et les ordres chuchotés par les officiers. L'équipage, qui avait déjà embarqué plusieurs jours auparavant, attendait avec tension le début de l'opération. Tout était prêt pour le départ. Le Bismarck alluma ses moteurs principaux peu avant 2 heures du matin. Les énormes hélices commencèrent à tourner lentement, tandis que le navire se mettait à avancer en douceur. À bord, les marins prenaient leur poste sans échanger beaucoup de mots. Ils savaient qu'il s'agissait d'une mission importante, mais les détails exacts n'étaient pas connus de tous. Le Prinz Eugen, qui l'accompagnerait dans la traversée, manœuvrait à faible distance, synchronisant ses mouvements avec ceux du cuirassé. Les 2 navires étaient escortés par des dragueurs de mines pendant la première partie du trajet, car la Baltique restait une zone avec des mines flottantes posées par les Britanniques et par la Kriegsmarine elle-même. Le commandant du Bismarck, Ernst Lindemann, et l'amiral Günther Lutyens, en charge de l'opération, restaient sur la passerelle de commandement, révisant chaque phase du plan. Bien que le navire ait un équipage de plus de 2000 hommes, les décisions clés étaient prises par un petit groupe d'officiers dans la salle de commandement. La sortie était programmée pour être aussi discrète que possible. L'intention était d'éviter tout repérage de la part d'observateurs ennemis ou même de navires neutres qui pourraient informer les Britanniques de l'activité dans le port. L'obscurité et le mauvais temps aidaient à masquer le mouvement. En quittant Gotenhafen, les navires se dirigèrent vers le nord, longeant la côte suédoise. Ce tronçon initial se trouvait dans les eaux contrôlées par l'Allemagne et était considéré comme sûr. Cependant, on craignait la possibilité d'avions espions survolant la zone. Pour réduire ce risque, une route moins directe fut choisie, plus proche du littoral et avec l'appui de la surveillance aérienne de la Luftwaffe. Pendant les premières heures du trajet, l'ambiance à bord fut d'une tension contenue. L'équipage accomplissait ses tâches avec efficacité, sans distraction. L'ordre de silence radio était maintenu pour empêcher toute interception de signaux. La navigation en mer Baltique s'est déroulée sans incident. Après avoir longé la côte suédoise, le groupe est entré dans le détroit du Kattegat. À cet endroit, les eaux se rétrécissent et il y a plus de trafic maritime, y compris des bateaux de pêche et des cargos scandinaves. La vigilance a été redoublée, car il y avait un risque d'être détecté par des embarcations civiles qui, même si elles n'étaient pas ennemies, pouvaient communiquer leurs observations. Les artilleurs ont reçu l'ordre de se tenir prêts, mais de ne pas tirer à moins que cela ne soit absolument nécessaire. La priorité était de maintenir la mission secrète. Le 21 mai, le groupe est arrivé dans la zone de Grimstadfjord, au sud de Bergen, en Norvège. Là, ils ont fait une escale technique qui faisait partie du plan. Le but était de ravitailler le Prinz Eugen en carburant supplémentaire et de permettre une dernière vérification technique. Le Bismarck, avec une plus grande capacité de chargement, n'avait pas besoin de ravitaillement à ce moment-là. Pendant cette escale, l'équipage a eu quelques heures de repos, mais sans baisser la garde. Des équipes ont été réparties pour le repos et des inspections des systèmes principaux du navire ont été effectuées. Le temps restait nuageux, ce qui favorisait la discrétion de l'opération. À terre, des agents allemands ont signalé qu'aucune activité suspecte n'avait été détectée près du fjord. Néanmoins, le lendemain, un avion de reconnaissance britannique Lockheed Hudson a survolé la zone et a photographié les navires. Bien que le survol ait été bref, les images obtenues alertèrent plus tard les services de renseignement britanniques que le Bismarck et le Prinz Eugen étaient actifs et prêts à partir pour l'Atlantique. Cependant, à ce moment-là, l'opération continuait sans altération. Le 22 mai, les navires ont quitté Grimstadfjord au crépuscule. Cette deuxième sortie s'est faite avec encore plus de précautions. L'obscurité était totale et aucune lumière n'était autorisée sur le pont. La navigation s'est faite à basse vitesse au début, en sortant du fjord étroit. Les guetteurs étaient à leur poste avec des jumelles et des viseurs nocturnes. N'importe quel objet qui flottait, n'importe quel reflet de lumière, pouvait signifier un danger. L'ambiance était à la concentration absolue. Une fois en haute mer, les navires ont repris leur vitesse de croisière. L'objectif était d'atteindre l'Atlantique Nord sans être détectés par les forces britanniques, en particulier les destroyers et les croiseurs qui patrouillèrent la zone. La prochaine étape était la plus critique, traverser le détroit du Danemark entre le Groenland et l'Islande. Ce passage était l'un des rares accès à l'océan Atlantique depuis la mer du Nord, et il était constamment surveillé par la Royal Navy.
Les Allemands savaient que les Britanniques maintenaient habituellement des navires dans cette zone et qu'il y avait des avions de patrouille côtière survolant la région. Lütjens, conscient du risque, ordonna une formation serrée et un silence maximal. Les radars ne seraient pas utilisés activement pour éviter d'être localisés par des signaux. Ils ne seraient allumés qu'en cas de menace directe. Pendant la traversée du détroit, le temps s'aggrava. La visibilité se réduisit drastiquement à cause du brouillard bas et de la pluie constante. Malgré les difficultés, cela représentait un avantage tactique, car cela rendait la détection des navires par air ou par d'autres bateaux plus difficile. Le Bismarck et le Prinz Eugen naviguaient en formation parallèle, séparés de plusieurs centaines de mètres, mais avec une communication interne par lumière codée. Les vagues frappèrent les coques avec force, mais les deux navires maintenirent leur cap avec précision. À bord du Bismarck, les mesures de sécurité furent renforcées. Des tours de garde strictes furent établis pour le repos, la surveillance et l'entretien. Le personnel radar surveillait constamment l'environnement, bien que seulement avec les équipements passifs. Les opérateurs d'artillerie étaient en alerte, mais il n'était pas permis d'ouvrir le feu sans un ordre direct. La traversée prit plusieurs heures, pendant lesquelles l'équipage resta à ses postes sans relâche. Chaque officier connaissait sa fonction et s'en tenait au plan établi. La coordination était essentielle. Au cours de la nuit du 23 mai, le groupe réussit à achever la traversée du détroit sans incident confirmé. Il n'y avait pas eu de détection confirmée par l'ennemi. Les officiers commencèrent à se détendre légèrement, bien que sans abandonner la vigilance. À partir de ce point, ils se trouvaient officiellement dans l'Atlantique Nord. Ils avaient réussi à traverser le point le plus dangereux sans être interceptés. C'était une réalisation opérationnelle significative. La prochaine étape serait de reconnaître les routes commerciales britanniques et de commencer les attaques sur la flotte marchande, selon les instructions originales de l'opération. Lütjens, cependant, savait que le risque n'avait pas disparu. Malgré la traversée réussie, il y avait la possibilité que le renseignement britannique soit en train de suivre leurs mouvements. L'ordre fut donné de maintenir une vitesse de combat et de changer légèrement de cap pour déjouer toute possible poursuite. Une plus grande séparation fut également établie entre le Bismarck et le Prinz Eugen, comme mesure pour réduire la probabilité que les deux soient repérés ensemble. La coordination entre les deux navires continuerait par signaux visuels et messages cryptés. Le temps dans l'Atlantique restait instable. Des vents forts et des pluies intermittentes compliquaient la navigation. Cependant, cela rendait également les opérations des Britanniques plus difficiles. L'équipage du Bismarck restait occupé par des tâches de routine, des ajustements techniques et des entraînements internes. Bien qu'il n'y ait pas de signes concrets de danger, personne ne baissait la garde. Les guetteurs continuaient à leur poste, les opérateurs radars vérifiaient chaque signal et les officiers tenaient des réunions constantes pour analyser la situation. Le radar les a vus en premier, c'est ainsi que la poursuite a commencé. Le matin du 23 mai, peu avant 8 heures, le croiseur britannique Suffolk patrouillait dans la zone du détroit du Danemark. Son radar a capté des signaux au loin. L'officier de quart a immédiatement prévenu la passerelle. Le capitaine Ellis a ordonné de changer de cap vers l'origine du signal et d'augmenter la vitesse. Le ciel était couvert et il y avait du brouillard. Grâce au radar, il pouvait voir que deux grandes embarcations s'approchaient, mais le type n'était pas clair. À 8 heures précises, l'opérateur radar a signalé que les signaux étaient stables et se déplaçaient dans la même direction que le Suffolk. Cela indiquait qu'il s'agissait de grands navires se déplaçant à vitesse constante. Quelques minutes plus tard, la silhouette de l'un des navires a pu être vue à travers le brouillard. Il était énorme et portait des mâts droits. Il n'y avait plus de doute, c'était le Bismarck. À ses côtés, plus à l'avant, se trouvait le Prinz Eugen. Le capitaine Ellis a informé l'amirauté par radio, et aussi le Norfolk, un autre croiseur britannique qui patrouillait dans la zone. Le Norfolk, sous le commandement du vice-amiral Wake Walker, était plus au sud. Il a immédiatement changé de cap pour intercepter les Allemands. Les Britanniques savaient que s'ils laissaient ces navires s'échapper, ils atteindraient l'Atlantique et pourraient couler des convois sans être détectés. Le Suffolk restait à distance. Son radar lui permettait de suivre les Allemands sans risquer d'être atteint par leurs canons. Le Prinz Eugen était plus proche du Suffolk que le Bismarck. Malgré les conditions difficiles, le radar fonctionnait bien. Pendant ce temps, le Norfolk accélérait. À 9 heures du matin, le Bismarck et le Prinz Eugen l'ont repéré en premier. Le Bismarck a tiré 2 fois.
Le Norfolk a riposté en virant et en lançant un écran de fumée pour se dissimuler. Il n'y a pas eu d'impact. Le Norfolk s'est retiré et à partir de ce moment, il a maintenu une communication constante avec le Suffolk, coordonnant la surveillance. L'amirauté britannique, en recevant l'information de la position du Bismarck, a réagi avec rapidité. Le Hood et le Prince of Wales, qui étaient à l'ouest de l'Islande, ont reçu l'ordre d'avancer à la rencontre des Allemands. Il a également été ordonné à d'autres navires de se positionner stratégiquement pour couper toute voie de fuite. L'amiral Tovey, à la tête de la Home Fleet, dirigeait ses manœuvres depuis le King George V. À bord du Bismarck, la situation a également changé. L'équipage a appris qu'il avait été détecté. L'amiral Lütjens a décidé de ne pas modifier le plan original. Son idée était de continuer vers le sud-ouest, d'entrer dans l'Atlantique et d'attaquer les convois. Il considérait que les croiseurs ennemis n'étaient pas une menace immédiate. Cependant, il a ordonné au prince Eugène de prendre position devant le Bismarck, car il croyait qu'ils avaient été localisés par radar, et il voulait que le croiseur détecte d'éventuelles menaces cachées dans le brouillard. Il y a eu un changement de place entre les navires allemands sans que les Britanniques ne s'en rendent compte. Les Britanniques continuaient de rapporter des positions régulièrement. Chaque fois que le Suffolk ou le Norfolk apercevaient le Bismarck, ils envoyaient des données. Bien qu'ils ne puissent pas s'approcher en raison du risque d'être détruits, leur travail de suivi était essentiel. Le renseignement naval britannique analysait tous ces rapports pour anticiper le cap que les Allemands pourraient prendre. On discutait si les Allemands essaieraient de s'échapper vers l'ouest ou s'ils feraient une manœuvre vers le sud. Le Hood et le Prince of Wales étaient déjà en mouvement. Tous deux naviguaient à vitesse maximale. Leur objectif était d'intercepter le Bismarck le plus tôt possible. Pendant ce temps, le Suffolk et le Norfolk suivaient la formation allemande en veillant à rester hors de portée des canons. Par moments, les Allemands disparaissaient dans le brouillard. D'autres fois, ils réapparaissaient brièvement. Les opérateurs radars britanniques restaient attentifs en permanence. La visibilité était faible, mais la technologie permettait de maintenir le contact. Dans l'après-midi du 23 mai, le vice-amiral Wake Walker a communiqué avec l'amirauté. Il a signalé qu'il avait détecté un changement de cap chez les Allemands. Maintenant, il semblait se diriger plus vers l'ouest. On craignait qu'il n'essaie de s'échapper par le nord du détroit. L'amirauté britannique a de nouveau ajusté les positions de ses navires. Le Repulse, un autre croiseur de bataille, a été envoyé au sud du Groenland. Il a également été ordonné au porte-avions Victorious de partir vers l'ouest. À bord du Bismarck, le commandant Lindemann recevait des rapports de la situation. Il savait que les Britanniques le suivaient, mais il ne croyait pas qu'ils seraient capables d'attaquer directement dans ces conditions. L'amiral Lütjens pensait que s'ils continuaient à vitesse constante et sans affrontement, ils perdraient bientôt leurs poursuivants. Il ne savait pas que les Britanniques étaient en train de coordonner un réseau d'unités pour les encercler. Pendant la nuit, les croiseurs britanniques ont continué la surveillance. Ils utilisaient le radar comme leur principal outil. À un moment, le Suffolk a perdu le contact. Une interférence a affecté le radar. Pendant plus d'une heure, ils n'ont pas réussi à localiser les Allemands. On a craint de les avoir définitivement perdus. Cependant, lorsque le radar est redevenu fonctionnel, les contacts sont réapparus. Les Allemands n'avaient pas changé de cap. Ils continuèrent d'avancer vers le sud-ouest, bien qu'à une vitesse réduite. Le Bismarck avait ralenti pour ne pas dépenser autant de carburant. Au petit matin du 24 mai, le ciel a commencé à s'éclaircir. Les croiseurs britanniques avaient une meilleure visibilité, bien qu'ils maintenaient encore une certaine distance. Ils savaient que le Hood et le Prince of Wales étaient déjà proches. Tout indiquait qu'un affrontement se produirait bientôt. Les rapports envoyés pendant la nuit avaient servi à calculer avec précision la trajectoire du Bismarck. La flotte britannique était en position. Le capitaine Ellis du Suffolk a envoyé son dernier rapport de position à 2h30 du matin. Après cela, il a maintenu le silence radio pour ne pas alerter les Allemands. Les croiseurs se préparaient à abandonner la poursuite directe. Ils seraient bientôt relevés par les navires de combat plus grands. Leur mission était presque accomplie. Ils avaient réussi à maintenir le contact avec l'ennemi pendant plus d'une journée, guidant la flotte vers un point de rencontre. Le jour où le Bismarck a fait exploser la fierté britannique. Le matin du 24 mai, avant l'aube, les conditions dans le détroit du Danemark étaient sombres, froides et humides. La mer était couverte d'un épais brouillard qui rendait la visibilité difficile, bien que le radar ait permis aux navires de maintenir le contact entre eux.
Le Bismarck et le Prince Eugen naviguaient ensemble, cap au sud, sans savoir qu'une escadre britannique approchait rapidement par l'ouest. Le Hood et le Prince of Wales étaient déjà en position pour les intercepter, et à 5h35, les guetteurs du Prince Eugen ont détecté des silhouettes sombres qui émergèrent de l'horizon. L'identification fut immédiate. Il s'agissait de 2 navires de guerre ennemis qui avançaient à toute vitesse. La tension à bord augmenta. L'amiral Lutyens a reçu le rapport et a ordonné aux artilleurs de se préparer. Le capitaine Lindemann du Bismarck a également été informé et a réagi rapidement. Les artilleurs allemands ont commencé à ajuster leurs canons tandis que les Britanniques faisaient de même de l'autre côté. La distance entre les 2 formations se réduisait rapidement. Le Hood, qui menait la ligne, était encore considéré comme l'un des navires les plus puissants de la Royal Navy, mais son blindage n'était pas uniforme et sa structure montrait déjà des signes de vieillissement. À 5h52, le Hood a tiré la première salve. Les projectiles ont traversé le ciel et sont tombés dans la mer, sans atteindre leur objectif. Le Prince of Wales l'a suivi, ouvrant le feu avec son artillerie principale. Les Allemands ont mis un peu plus de temps à répondre. Lutyens ne voulait pas engager le combat s'il pouvait l'éviter, mais la proximité de l'ennemi ne laissait plus d'options. Lindemann a rompu le silence en disant qu'il ne permettrait pas qu'on leur tire dessus sans riposter. Il a demandé la permission de riposter et, sans attendre une réponse claire, il l'a autorisé de sa propre initiative. À 5h55, les canons du Bismarck et du Prince Eugen ont retenti pour la première fois. L'échange de tirs fut brutal. Les explosions secouèrent la mer et des colonnes d'eau s'élevaient toutes les quelques secondes. Le Hood manœuvrait pour réduire la distance, essayant d'utiliser son artillerie avec plus de précision, mais sa trajectoire facilitait l'impact des projectiles ennemis sur son pont. L'un des tirs du Prince Eugen a touché le Hood dans l'une de ses sections intermédiaires, provoquant un incendie. Les flammes ont commencé à se propager, et bien que l'équipage ait essayé de les contenir, le mal était déjà fait. Pendant ce temps, le Bismarck a concentré son attention sur le Hood, tirant avec ses canons principaux. À 6h01, l'un de ses projectiles a touché directement la zone centrale du Hood. L'explosion fut si violente que le navire se brisa pratiquement en 2. En quelques secondes, la structure disparut sous l'eau, laissant un nuage de fumée et de feu. Le Prince of Wales, qui venait juste derrière, fut forcé de manœuvrer brusquement pour éviter les débris du naufrage. L'impact émotionnel fut immédiat. Sur les plus de 1400 hommes qui se trouvaient à bord du Hood, seuls 3 ont survécu. Le Prince of Wales, encore sous le choc, a continué le combat. Ses tirs étaient imprécis et son équipage n'avait pas encore assez d'expérience pour une bataille de cette ampleur. Il subit plusieurs impacts du Bismarck, dont un qui détruisit une partie de la passerelle de commandement. Malgré les dégâts, il réussit à rester à flot et se retira couvert par un écran de fumée. Les Allemands ne le poursuivirent pas. Lutyens décida de ne pas risquer ses navires et ordonna qu'ils maintiennent leur cap original. La menace immédiate avait été éliminée, mais le bruit de l'affrontement avait alerté toute la flotte britannique. Dans les heures suivantes, la nouvelle du naufrage du Hood se propagea dans toute l'Angleterre. L'impact fut énorme. Le Hood était un symbole de la marine royale, et sa destruction fut perçue comme une perte irremplaçable. Le haut commandement britannique ordonna une mobilisation totale. Tous les navires disponibles devaient se joindre à la chasse au Bismarck. À partir de ce moment, l'opération cessa d'être une patrouille d'interception et se transforma en une poursuite massive. La priorité était de trouver et de détruire le navire allemand à tout prix. À bord du Bismarck, l'ambiance était tendue mais contrôlée. L'équipage avait célébré la victoire, mais les officiers savaient qu'il serait désormais poursuivi sans relâche. Le navire avait subi des dégâts. L'un des projectiles du Prince of Wales avait percé un réservoir de carburant, provoquant une fuite considérable. Bien que le dommage structurel ne compromette pas la capacité de combat, il limitait la portée du voyage. Des vibrations avaient également été enregistrées dans l'une des hélices, bien qu'on ne sût pas s'il s'agissait d'un dommage sérieux ou d'un simple déséquilibre. Lutyens était convaincu que la priorité était de continuer vers la zone d'opération assignée. Il pensait qu'il pouvait échapper aux forces britanniques en utilisant la vitesse et des manœuvres d'évasion. Cependant, les officiers techniques recommandaient d'envisager un détour pour effectuer des réparations. Le capitaine Lindemann suggéra de chercher un port sur la côte française où il pourrait recevoir du soutien. Les communications avec Berlin s'intensifièrent et de possibles voies d'évacuation furent discutées.
La situation était délicate. Bien qu'il venait de remporter une victoire significative, le risque d'être piégé par une flotte ennemie de plus en plus nombreuse était réel. Pendant ce temps, au commandement britannique, les forces étaient redistribuées dans tout l'Atlantique. Des avions de reconnaissance, des croiseurs, des destroyers et des cuirassés reçurent de nouveaux ordres. L'amiral Tovey réorganisa sa flotte et donna la priorité à l'interception du Bismarck avant qu'il n'atteigne un territoire sûr. La marine britannique ne pouvait se permettre une autre défaite. Le naufrage du Hood avait mis en jeu non seulement le prestige naval, mais aussi le moral de tout le pays. Pendant les heures suivantes, le Bismarck et le Prince Eugene continuèrent de naviguer. La mer restait couverte de nuages bas et la visibilité était limitée. Le radar devint essentiel pour maintenir le cap et détecter toute tentative d'interception. Malgré le risque, l'amiral Lutyens décida de séparer les navires. Le Prince Eugene devait continuer vers l'ouest et poursuivre sa mission d'attaque des convois. Le Bismarck, de son côté, devait tenter d'atteindre le port le plus proche en France. C'était une décision risquée, mais elle permettrait de confondre les Britanniques et de diviser leur poursuite. Avant de se séparer, les deux navires effectuèrent une dernière vérification des systèmes et des ressources. L'échange de messages fut bref, mais formel. L'équipage du Prince Eugene se prépara à agir seul, tandis que le Bismarck ajustait son cap. La séparation s'est déroulée sans incident, et à partir de ce moment, le Bismarck resta seul en haute mer, avec une flotte entière à sa recherche et une marge d'erreur de plus en plus étroite. La plus grande chasse de l'histoire navale moderne. Les premières minutes après l'échange de tirs dans le détroit furent chaotiques. Sur la passerelle du Prince of Wales, la confusion régnait tandis que les membres de l'équipage tentaient de réparer les dégâts causés par l'impact des projectiles ennemis. Le navire britannique avait reçu plusieurs coups sérieux et, malgré sa puissance de feu, il n'était pas dans des conditions optimales pour continuer l'affrontement. Son capitaine décida de changer de cap, s'éloignant du Bismarck et du Prince Eugen, qui continuaient de naviguer ensemble. À ce moment, les Allemands ne poursuivirent pas les Britanniques. Au lieu de cela, l'amiral Lutyens maintint le cap établi, sans modifier son plan général. Pendant ce temps, à Londres, l'amirauté réagit rapidement. La nouvelle du naufrage du Hood généra un sentiment d'urgence sans précédent. L'amiral Tovey, à la tête de la Home Fleet, reçut l'ordre de faire tout le nécessaire pour trouver et détruire le Bismarck. La flotte britannique se mobilisa immédiatement. Des messages chiffrés furent envoyés à différentes escadres et unités navales dans l'Atlantique. Les navires qui étaient en patrouille de routine ou en tâche d'escorte furent détournés pour se joindre à la poursuite. En quelques heures, une grande partie de la Royal Navy était mobilisée avec un seul objectif. À bord du Bismarck, Lutyens avait commencé à recevoir des messages radio interceptés. Bien que les Britanniques aient subi une grande perte, leur riposte fut rapide. L'amiral allemand comprit que sa situation s'était compliquée. Les dégâts subis au combat, notamment dans les réservoirs de carburant, limitaient sérieusement son autonomie. Il savait qu'il ne pourrait pas retourner directement en Allemagne par la route originale et qu'il n'était pas non plus sûr de se diriger vers la Norvège. Conscient des nouvelles circonstances, Lutyens communiqua à Berlin sa décision de changer le plan. Au lieu de continuer vers l'Atlantique central, il décida de chercher refuge dans un port français sous contrôle allemand. Le haut commandement naval allemand, en recevant cette information, soutint la décision. Les ports sur la côte atlantique de la France offraient des réparations, une protection aérienne de la Luftwaffe et la possibilité de ravitaillement. Mais pour y arriver, le Bismarck devait traverser une zone de l'Atlantique où la Royal Navy avait une forte présence. La traversée ne serait pas simple. À mesure que la poursuite avançait, le nombre de navires britanniques impliqués augmentait. L'Ark Royal, un porte-avions basé à Gibraltar, partit vers le nord avec ses escadrons de torpilleurs prêts. Le Renown, un croiseur de bataille, se joignit également à l'opération. La pression sur Lutyens grandissait à chaque heure. Le Prince Eugene, qui avait accompagné le Bismarck depuis le début de l'opération, reçut de nouveaux ordres. Il fut décidé de le séparer pour qu'il continue sa mission initiale d'attaquer les convois alliés en solitaire. Malgré le risque, le croiseur s'éloigna discrètement du Bismarck, maintenant une vitesse constante et évitant le contact radio pour ne pas révéler sa position. La séparation se déroula sans incident, et le Prince Eugene réussit à avancer sans être détecté par les Britanniques pendant un certain temps. La Royal Navy, cependant, avait concentré toute son attention sur le Bismarck.
Grâce aux renseignements et aux rapports de détection, ils avaient une idée approximative de sa localisation. Mais l'océan Atlantique est immense et suivre la trace d'un seul navire n'était pas une tâche facile. Des vols de reconnaissance furent effectués depuis l'Islande, Terre-Neuve et les bases britanniques au Royaume-Uni. Les avions Catalina dotés d'une grande autonomie passaient la mer au peigne fin à la recherche de toute trace du navire allemand. Malgré tous les efforts, pendant plusieurs heures, le Bismarck disparut des radars et des rapports. Pendant cette période, Lutyens tenta d'utiliser cet avantage. Il évita de transmettre des signaux, réduisit la vitesse et chercha une route qui l'éloignerait des zones où l'on s'attendait à une présence britannique. Cependant, la manœuvre ne dura pas longtemps. Un avion Catalina réussit finalement à le repérer depuis les airs, confirmant sa position et sa direction. Avec cette information, la flotte britannique ajusta ses mouvements. Le King George V et le Rodney, deux cuirassés lourds, reçurent de nouvelles coordonnées pour intercepter le Bismarck. Les croiseurs et les destroyers s'alignèrent pour refermer l'étau depuis différentes directions. La tension à bord du Bismarck restait élevée. Bien qu'il ait échappé au combat direct, la menace était constante. Les réparations étaient effectuées à toute vitesse, tentant de contenir les infiltrations d'eau et de maintenir la vitesse maximale possible. Le dommage au système de carburant était préoccupant. Bien que le navire conservât son armement principal intact, sa capacité de manœuvre était compromise. Le moral de l'équipage était bon, mais tous savaient qu'ils étaient pourchassés. À mesure que la flotte britannique s'approchait, d'autres mesures offensives étaient préparées. Les torpilleurs Swordfish de l'Arc Royal furent préparés pour lancer une nouvelle attaque. Bien qu'il s'agisse d'avions lents et démodés, ils avaient un historique efficace lors d'actions antérieures. Une opération aérienne fut organisée qui exigeait de la précision, car la mer était agitée et les conditions météorologiques rendèrent la visibilité difficile. Malgré cela, les pilotes britanniques décollèrent et se dirigèrent vers l'objectif. Lors d'une première incursion, ils confondirent le Sheffield avec le Bismarck, ce qui faillit provoquer un désastre. Heureusement, les torpilles n'explosèrent pas à cause de défaillances techniques. Ayant tiré la leçon, l'attaque fut réorganisée. La vague suivante réussit à localiser correctement le Bismarck. Plusieurs torpilles furent lancées. L'une d'elles frappa près de la poupe, affectant sérieusement le système de gouvernail du navire. Les dégâts obligèrent l'équipage à tenter des manœuvres d'urgence, mais la direction était compromise. Le Bismarck ne pouvait avancer qu'en grand cercle, réduisant ses possibilités d'évasion. À partir de ce moment, la situation changea radicalement. Le navire allemand était piégé. Depuis la passerelle du roi George V, l'amiral Tovey reçut la confirmation que le Bismarck n'avait plus de liberté de mouvement. Les plans pour l'attaque finale s'intensifièrent. Les navires britanniques s'organisaient en formation, prêts pour l'affrontement décisif. La nuit approchait, mais la Royal Navy ne comptait pas attendre. Ils savaient que s'ils n'agissaient pas rapidement, le Bismarck pourrait recevoir un soutien aérien ou réussir des réparations temporaires. Ils ne pouvaient pas prendre ce risque. Dans les minutes qui suivirent, les destroyers britanniques s'avancèrent pour harceler le Bismarck pendant la nuit. Ils lancèrent des attaques de torpilles, forçant l'ennemi à rester en alerte. L'équipage allemand riposta avec des tirs anti-aériens et de l'artillerie secondaire. Les heures passaient et la fatigue s'accumulait des deux côtés. À bord du Bismarck, la situation était de plus en plus précaire. Les moteurs fonctionnaient à la limite, les systèmes de direction ne répondèrent pas et les ressources commençaient à s'épuiser. L'aube apporterait le moment décisif. L'encerclement était complet. La flotte britannique, renforcée et en position, se préparait pour la bataille finale. Le Bismarck, sans capacité d'échapper ni de recevoir de l'aide, allait affronter son destin. Ce n'était plus une mission offensive ni une opération secrète. Il s'agissait désormais d'une lutte pour la survie avec tout contre lui. Et bien que le navire restât une forteresse flottante, chaque heure qui passait le rendait plus vulnérable. La poursuite, qui avait commencé avec le naufrage d'un ennemi, était sur le point de se terminer par la destruction d'un autre. Le monstre blessé qui tournait sans but vers la mort. L'eau était de plus en plus agitée lorsque le Bismarck s'est engagé dans la matinée du 25 mai. À bord, la tension ne s'apaisait pas. L'équipage ne savait pas avec certitude s'il avait réussi à semer ses poursuivants ou si la menace était toujours à ses trousses. Depuis la passerelle, Lindemann analysait les rapports du radar et observait l'horizon sans relâche. Personne ne pouvait confirmer si les Britanniques les suivaient, mais l'incertitude était aussi lourde que l'acier de la coque qui les entourait.
Le navire avançait vers la France, espérant atteindre la zone de protection aérienne de la Luftwaffe. Cependant, ce qui semblait être un répit dans la pression ennemie s'est vite transformé en une fausse illusion. Les signaux radio interceptés depuis Londres révélaient que les Britanniques ne s'étaient pas rendus et continuaient d'organiser une nouvelle phase de la chasse. À Portsmouth, les ordres étaient clairs, ne pas permettre au Bismarck d'atteindre le continent. L'amirauté britannique avait mobilisé toutes les ressources disponibles. Des navires comme le King George V et le Rodney étaient déjà en route, naviguant à vitesse maximale pour couper la route aux géants allemands. Dans les airs, les Swordfish du porte-avions Ark Royal furent assignés pour refermer l'étau depuis le ciel. Bien que lents et démodés, ces biplans torpilleurs étaient la meilleure option pour opérer au milieu du brouillard et de la pluie. Le même après-midi, une erreur a failli coûter cher aux Britanniques. L'Ark Royal a lancé une première attaque sans confirmer l'objectif et ses avions ont confondu le Sheffield avec le Bismarck. Miraculeusement, les torpilles n'ont pas explosé grâce à une défaillance dans les détonateurs magnétiques. Les pilotes sont rentrés au porte-avions confus, mais avec une leçon apprise. Les vagues suivantes seraient plus prudentes. Lorsque les Swordfish ont redécollé, le temps ne s'était pas amélioré. Ils volèrent bas, à travers la brume de l'Atlantique, avec une visibilité réduite et le vent fouettant leurs ailes de toile. Malgré le mauvais temps, ils ont localisé le Bismarck au crépuscule. Cette fois, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le monstre gris naviguait seul, sans le Prince Eugene ni d'autres escortes. La silhouette était indubitable, avançant avec fermeté, mais avec sa défense antiaérienne limitée par le ressac et l'obscurité. Les artilleurs allemands ont ouvert le feu avec tout ce qu'ils avaient. Les traceurs traversèrent le ciel comme des serpents incandescents, mais les Swordfish sont descendus sans s'arrêter. À basse altitude, les canons lourds du Bismarck ne pouvaient pas les suivre avec précision. Les avions se sont approchés un par un, lançant leurs torpilles sous différents angles, essayant de frapper les flancs vulnérables du navire. Un des impacts fut dévastateur. Une torpille a frappé la poupe du Bismarck juste dans la zone du gouvernail. Le choc a été ressenti dans toute la structure et en quelques secondes, les officiers surent que quelque chose n'allait pas. Le gouvernail était coincé. Le navire a commencé à virer involontairement à tribord. Les ingénieurs se sont précipités pour vérifier les compartiments arrière, mais il est vite devenu clair que les dégâts étaient critiques. Le navire avait perdu sa capacité de manœuvre. À partir de ce moment, le cap du Bismarck ne dépendait plus de ses commandants. Le navire tournait en cercle lent sans pouvoir corriger sa direction. Ils ont essayé d'utiliser la force des moteurs pour compenser, en régulant la vitesse des hélices d'un côté, mais l'effet était limité. Ils étaient piégés dans leur propre course, vulnérables, exposés aux attaques ennemies, sans possibilité d'évasion réelle. Le capitaine Lindemann et l'amiral Lutyens ont gardé leur calme. Malgré les dégâts, ils ont ordonné que le navire continue d'avancer à la vitesse maximale possible, en espérant que la direction générale les rapprocherait de la côte française. À bord, les mécaniciens travaillaient contre la montre pour tenter d'accéder au système de gouvernail qui était complètement inondé. L'eau qui entrait rendait toute réparation réelle impossible. Pendant la nuit, l'équipage a vécu des heures de tension. Des messages de détresse ont été envoyés par signaux codés, suppliant la Luftwaffe d'envoyer une couverture aérienne ou même un sous-marin de venir à leur aide. Mais personne n'est arrivé. La radio captait des fragments de communication ennemis. Les Britanniques savaient que le Bismarck était endommagé et n'avaient pas l'intention de le laisser s'échapper. À l'aube du 26 mai, les guetteurs ont aperçu à nouveau la silhouette du Sheffield. Les Britanniques étaient proches et chaque heure qui passait était un pas de plus vers le combat final. Le temps restait nuageux, mais cela n'a pas empêché les Swordfish de lancer une nouvelle série d'attaques pour s'assurer que le Bismarck ne regagne pas le contrôle de son gouvernail. Le pont du navire se remplissait de débris métalliques, de fumée et de fragments de mitraille. Sur la passerelle de commandement, Lutyens a transmis un message adressé au haut commandement naval allemand. « Nous combattrons jusqu'au dernier projectile. L'honneur du cuirassé sera défendu. » Les officiers savaient ce que cela signifiait. Il n'y avait pas de salut possible, et chaque décision prise était pour gagner du temps ou retarder l'inévitable. La possibilité d'atteindre la côte française s'évanouissait à chaque mille. À mesure que la journée avançait, les attaques aériennes se sont faites plus sporadiques. Le climat limitait les opérations, mais n'arrêtait pas le mouvement des navires britanniques. Le Rodney et le King George V n'étaient plus qu'à quelques heures de distance, se positionnant pour une attaque directe.
La Royal Navy ne voulait prendre aucun risque. Ils avaient trop souffert du naufrage du Hood, et c'était l'occasion de se venger. Les officiers allemands ont organisé le personnel pour les dernières heures. Des armes ont été distribuées aux marins, les postes de combat ont été révisés, et les compartiments non essentiels ont été bloqués. Certains membres de l'équipage ont écrit des lettres ou des notes à la hâte. Ils savaient qu'il n'y aurait pas de sauvetage. L'ambiance était sombre, mais pas chaotique. De nombreux marins agissaient avec discipline, s'accrochant à leurs fonctions comme si cela pouvait changer le destin qui approchait. Dans la nuit du 26 au 27 mai, le Bismarck naviguait seul, tournant légèrement, sans véritable contrôle de son cap. Les radars montraient des signaux proches. La bataille finale était à quelques heures de commencer. L'aube suivante apporterait le feu, l'acier et la dernière résistance d'un géant qui ne pouvait plus fuir. Les Britanniques se préparaient à finir ce qu'ils avaient commencé, et cette fois-ci, ils ne laisseraient aucune marge d'erreur. Feu croisé jusqu'à ce que la bête d'acier coule. Les premières lueurs du jour marquaient à peine l'horizon lorsque la flotte britannique se positionna pour affronter le cuirassé ennemi. Le King George V et le Rodney s'avancèrent lentement depuis l'ouest, cherchant la meilleure distance pour commencer l'attaque. À cette heure-là, le ciel était gris et les vagues se mouvaient lentement, mais la tension était constante. Le Bismarck flottait encore, bien qu'endommagé, attendant l'inévitable. À bord du Rodney, les marins vérifiaient une dernière fois leur position, tandis que les canons principaux s'élevaient lentement. Lorsque l'ordre d'ouvrir le feu fut donné, les premières salves traversèrent le ciel. Les explosions s'entendirent à des kilomètres. Du côté allemand, les artilleurs tentaient de garder leur calme. Le Bismarck, bien que désavantagé, riposta avec ses tourelles principales, essayant d'atteindre ses adversaires. Cependant, le cap fixe dû aux dommages précédents en faisait une cible facile. La première série de tirs du Rodney tomba à proximité, mais ne toucha pas directement. Le King George V se joignit avec une pluie de projectiles qui commencèrent à impacter la coque du cuirassé allemand. Les structures supérieures du Bismarck furent rapidement touchées. Des morceaux de métal furent projetés dans les airs. Malgré les impacts, le navire résistait. Les membres de l'équipage allemand maintenaient leur poste, même lorsque le feu ennemi devenait plus précis. Sur la passerelle de commandement du Bismarck, les communications devenaient difficiles. Les antennes avaient été détruites et les ordres étaient donnés à grands cris ou par signaux manuels. La tour d'observation fut touchée et plusieurs officiers moururent. Malgré cela, le navire continuait de tirer, bien qu'à un rythme moindre. Les pièces secondaires ne répondèrent plus et l'une des tourelles principales fut mise hors de combat. Le feu commença à se propager sur les ponts. De loin, le Norfolk et le Dorsetshire observaient le déroulement du combat. Leurs canons de calibre moyen commencèrent également à tirer. Les projectiles de plus petite taille s'ajoutaient à la destruction générale. Au milieu du chaos, une torpille lancée depuis le Rodney frappa le flanc du cuirassé. L'explosion ouvrit une brèche sous la ligne de flottaison. L'eau commença à entrer rapidement dans les compartiments inférieurs. Les pompes ne fonctionnaient pas correctement et le contrôle des dégâts était minimal. Les membres de l'équipage du Bismarck savaient que la fin était proche. Certains se réfugiaient dans des zones plus protégées, d'autres se jetaient à la mer, bien que les eaux soient froides et agitées. Le navire commença à s'incliner. Les ponts supérieurs étaient enveloppés de fumée et de flammes. Les Britanniques continuèrent de tirer. Le Rodney lança une nouvelle salve qui toucha directement le centre de la coque, provoquant plus d'explosions internes. Le King George V maintenait son rythme de tir constant, frappant alternativement la poupe et la proue. Un des derniers projectiles du Rodney détruisit ce qui restait du système de direction. Le navire allemand ne pouvait plus ni virer ni corriger son cap. Les tourelles restantes tiraient sans précision. À ce moment-là, certains officiers allemands proposèrent de saborder le navire volontairement pour éviter sa capture. La décision fut prise rapidement. L'ordre fut donné de placer des charges de démolition à des points clés du navire. Les techniciens travaillèrent rapidement tandis que la structure s'effondrait autour d'eux. La fumée était si dense que des autres navires, on ne voyait que des ombres et des éclairs. À 9 heures du matin, le cuirassé commença à couler lentement par la poupe. L'eau couvrait déjà une bonne partie du pont arrière. Les hélices émergèrent brièvement avant de disparaître. Alors que la coque s'inclinait davantage, les explosions internes continuaient. Le Dorsetshire s'approcha et lança 2 torpilles supplémentaires pour accélérer le naufrage.
L'une d'elles frappa le centre du navire, provoquant une grande explosion. À mesure que le Bismarck s'enfonçait, certains membres de l'équipage réussissaient à nager loin du navire, bien que beaucoup furent aspirés par le sillage de la coque. Les flammes continuaient de brûler à l'avant, même lorsque la poupe était déjà sous l'eau. À 10 heures du matin, il ne restait que des débris flottants. Des morceaux de bois, des vêtements, des filets, des pièces de machinerie. La surface de la mer était couverte de débris. Le Dorsetshire et le Maori entamèrent des manœuvres de sauvetage. Ils descendirent des canaux et tentèrent de récupérer les survivants qui flottaient au milieu de l'océan. Cependant, les conditions étaient difficiles. La mer était agitée et certains hommes coulaient avant d'être atteints. Au total, moins de 120 marins furent sauvés. Plus de 2000 ne survécurent pas. Certains moururent de leurs blessures, d'autres de l'explosion, beaucoup d'hypothermie. Les Britanniques suspendirent les opérations lorsque la présence de sous-marins allemands fut signalée dans la zone. À bord du King George V, l'ambiance était solennelle. Bien qu'ils eussent réussi à couler le cuirassé ennemi, le nombre de vies perdues était frappant. Le capitaine informa l'amirauté du résultat, y compris la confirmation visuelle du naufrage. Des photographies furent prises depuis les navires pour enregistrer l'événement. Les images montraient la colonne de fumée se dissipant et les débris flottants. Dans les rapports de la Royal Navy, l'affrontement fut décrit comme une action décisive. On soulignait la coopération entre les unités, la précision du feu naval et l'impact des torpilles. On mentionnait également les leçons apprises en matière de coordination entre les avions, les croiseurs et les cuirassés. Pour la marine allemande, la perte du Bismarck fut un coup difficile à encaisser. Le navire avait été un symbole de puissance navale, et sa destruction marqua un changement dans la stratégie allemande. Les survivants furent emmenés comme prisonniers. Pendant le trajet, certains partagèrent des récits sur les derniers instants à bord. Ils parlèrent du bruit assourdissant, de la chaleur intense, du chaos dans les couloirs et des camarades disparus. Plusieurs avaient perdu des amis et des membres de leur famille. Beaucoup étaient blessés ou en état de choc. Malgré le traitement correct, ils savaient que la guerre ne se terminerait pas là. À terre, la nouvelle du naufrage se propagea rapidement. À Londres, le résultat fut célébré comme une victoire importante. À Berlin, la propagande tenta de minimiser le fait, mais ne put éviter l'impact sur la population. Des rapports partiels furent publiés, évitant les détails sur le nombre réel de morts. Certains officiers allemands commencèrent à remettre en question l'efficacité d'envoyer de grands cuirassés sans une couverture aérienne ou sous-marine suffisante. Les autorités britanniques ordonnèrent de conserver les témoignages et de noter en détail ce qui s'était passé. Des analyses furent lancées sur la trajectoire du combat, l'efficacité des armements utilisés et la coordination entre les unités. Le rôle des marins qui participèrent à l'opération fut également reconnu. Beaucoup d'entre eux seraient décorés par la suite. Pendant ce temps, en mer, le lieu du naufrage fut marqué sur les cartes comme un point stratégique. Dans les jours suivants, certaines unités retournèrent dans la zone pour vérifier les débris et recueillir plus d'informations. À bord des navires britanniques, des cérémonies furent organisées pour se souvenir des morts, tant les leurs que ceux de l'ennemi. Sur le pont du Rodney, les marins se rangèrent en silence pendant que l'aumônier lisait quelques mots brefs. Ainsi se termina la dernière bataille du Bismarck. Un affrontement brutal, décisif et aux conséquences qui résonneraient longtemps dans les deux camps. La fin du Bismarck, quand l'acier ne suffit pas pour survivre. Cette aube dans l'Atlantique laissa flotter plus que des débris d'acier, des corps inertes et de la fumée dispersée. Ce qui resta vraiment dans l'eau, c'était un message brutal, sans diplomatie. La suprématie navale était une question de vie ou de mort. Le naufrage du Bismarck, bien que militairement résolu, eut des conséquences que personne ne put ignorer, ni à Berlin, ni à Londres, ni parmi les hommes qui survécurent. Le matin du 27 mai, les Britanniques quittèrent la zone de combat sans se soucier de tous les sauver. À peine quelques centaines réussirent à sortir de l'eau. Plus de 2000 restèrent sous la surface. Beaucoup de marins du Bismarck ne moururent pas du feu ennemi, mais par noyade ou hypothermie, au milieu de la mer agitée et froide. Seuls 115 hommes environ furent sauvés. La plupart ne revirent jamais la terre ferme. Parmi les survivants se trouvaient des techniciens, des matelots de première classe, des sous-officiers et quelques officiers, mais personne de la haute hiérarchie. L'amiral Lutyens disparut avec la passerelle de commandement.
Günther Lutyens, qui avait été présenté dans la presse allemande comme un symbole de décision et de professionnalisme, finit comme une figure tragique, ensevelie avec son navire. La propagande nazie en fit ensuite un martyr. À l'autre extrémité, le capitaine Lindemann décéda également. Certains témoins affirmèrent qu'il tenta d'organiser l'évacuation, ou même qu'il voulut couler avec le navire de son plein gré. Personne ne put le confirmer entièrement. Pour la Kriegsmarine, le coup fut dévastateur. Avoir perdu son navire amiral lors de sa première grande mission opérationnelle fut humiliant. Les autorités allemandes tentèrent de contrôler le récit. À Berlin, Goebbels présenta l'événement comme un exploit, soulignant le naufrage du Hood et la résistance du Bismarck jusqu'à la fin. Mais la réalité était impossible à dissimuler. L'arme la plus puissante de la marine allemande avait été perdue sans avoir atteint l'objectif stratégique de couper les lignes de ravitaillement britanniques. Le haut commandement allemand reconsidéra immédiatement sa stratégie navale. Les unités de surface furent reléguées. Les cuirassés Tirpitz, Scharnhorst et Gneisenau restèrent au port, où menèrent des opérations très limitées. À partir de ce moment, l'effort se concentra sur la guerre sous-marine. Les U-boots, beaucoup plus difficiles à détecter et plus efficaces pour harceler les convois, devinrent l'axe de l'offensive dans l'Atlantique. Le désastre du Bismarck confirma que les grands navires ne pouvaient pas opérer sans soutien aérien ou sans couverture constante. La Royal Navy l'avait démontré avec force. Au Royaume-Uni, la nouvelle fut accueillie avec un sentiment de soulagement. La perte du Hood avait laissé une blessure ouverte, et voir le Bismarck couler fut perçu comme une justice. Churchill n'hésita pas à capitaliser politiquement sur la victoire. Il avait personnellement ordonné que le Bismarck soit coulé, et son insistance devint partie intégrante de son image de leadership ferme. La chasse au Bismarck devint un symbole de détermination nationale. La presse britannique loua la coordination entre le renseignement naval, l'aviation et les navires de guerre. On souligna que, malgré les difficultés, la marine avait agi avec rapidité et décision. Certains analystes militaires commencèrent à réfléchir immédiatement aux leçons. L'une d'elles était que l'ère des grands cuirassés touchait à sa fin. Malgré son blindage et sa puissance de feu, une seule torpille avait suffi pour laisser le Bismarck sans capacité de manœuvre. Le reste fut une exécution lente. Les porte-avions se révélèrent plus utiles dans ce scénario, permettant des attaques à grande distance et une plus grande flexibilité. La guerre en mer était en train de changer, et le naufrage du Bismarck le montra clairement. Les témoignages des survivants furent recueillis par les Britanniques lors d'interrogatoires ultérieurs. Beaucoup d'entre eux parlèrent de la peur, du chaos pendant le combat, et du moment où le navire commença à agiter. Certains racontèrent que le naufrage ne fut pas instantané, que le navire tint plus longtemps que prévu, même avec la coque brisée. La structure interne du Bismarck, renforcée et compartimentée, retarda le naufrage total, permettant à plusieurs de sortir par les ponts supérieurs. D'autres restèrent piégés sans possibilité d'évasion. La majorité des rescapés furent transférés dans des camps de prisonniers en Grande-Bretagne. Ils y restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Certains ne revinrent jamais en Allemagne. D'autres retournèrent dans un pays détruit sans le régime qui les avait envoyés en mer. Le souvenir du Bismarck resta gravé en eux comme un mélange de fierté technique et de tragédie humaine. Ils avaient servi dans une machine puissante, mais cette machine ne les protégea pas du résultat final. Avec le temps, le Bismarck devint un objet d'étude, de films, de livres, de débats techniques. L'intérêt ne diminua pas. Son naufrage fut une démonstration claire de la façon dont la technologie, à elle seule, ne garantit pas la victoire. Cela a aussi démontré comment une décision tactique, comme celle de ne pas se dévier vers un port après le combat initial, pouvait avoir des conséquences irréversibles. L'obsession de continuer vers le sud, malgré les dégâts subis, scella le destin du navire. Décennies plus tard, la coque du Bismarck fut localisée au fond de l'océan. À plus de 4000 mètres de profondeur, le géant d'acier demeurait presque intact en plusieurs sections. Les images de l'épave révélèrent l'impact des projectiles, les dégâts structurels, et confirmèrent également que le navire n'avait pas été détruit par des explosions internes. Il fut sabordé par décision volontaire, en ouvrant les vannes de la gîte. L'autodestruction fut un dernier geste de contrôle face à l'inévitable. Il ne s'agissait pas de se rendre, mais d'empêcher l'ennemi de s'emparer d'un trophée. Ce geste fut interprété de différentes manières. Certains y virent un signe de loyauté envers le régime. D'autres, une tradition navale qui préférait le sabordage volontaire à la capture.
Dans tous les cas, cela représenta la fin d'une époque. Le Bismarck fut le dernier cuirassé allemand à être construit avec une telle ambition. On ne tenta plus jamais rien de semblable. Le naufrage laissa également des leçons sur la coordination alliée. L'opération combina des données de renseignement, de la surveillance aérienne, l'utilisation de porte-avions et des attaques en vague. Ce fut une démonstration de la manière dont la guerre moderne exigeait une intégration entre différentes branches des forces armées. Pour les Britanniques, cela signifia un regain de confiance navale. Pour les Allemands, un avertissement sur les limites de la supériorité technologique sans soutien logistique et aérien. Le Bismarck fut rappelé non seulement comme un navire de guerre, mais aussi comme un symbole de décisions stratégiques ratées, d'une fierté technique mal employée et de la brutalité du conflit dans l'Atlantique. Son histoire n'est pas seulement celle d'un navire, mais celle des hommes qui l'ont manœuvré, l'ont poursuivi et l'ont coulé. La bête de 50 000 tonnes est restée là, sous les eaux froides, silencieuse, démantelée de l'intérieur, mais toujours imposante. Sa silhouette métallique au fond de la mer reste un écho du passé. Il n'y a ni tombe ni monument qui égale sa présence, seul l'océan garde son histoire entière.